for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Bonjour à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Une fois n'est pas coutume, ce matin, c'est d'un absent dont il sera question. Le grand couturier français Pierre Cardin nous a quittés il y a bientôt 1 an. Il avait sa propriété dans notre région et surtout un fort attachement à ses habitants. La preuve avec celle qui est à nos côtés ce matin, elle s'appelle Micheline Larson. C'était son amie, c'était aussi celle qui a tenu pendant de très longues années l'épicerie Maxim's de Rouvres en Eure-et-Loire. Une sorte de réplique miniature de la grande enseigne parisienne. Bonjour Micheline, merci infiniment d'être à nos côtés. Merci de venir nous parler de lui. Merci aussi de venir nous parler de vous. Venez nous rejoindre parce que nous, on vous kiffe. Bonjour Micheline. Bonjour Micheline, merci d'être avec nous ce matin sur France 3 Centre Val-de-Loire. Alors vous avez côtoyé un grand couturier qui avait l'habitude d'être sur le feu des projecteurs. Alors qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui justement d'être comme lui finalement sous la lumière? Alors, c'est complètement différent, bien sûr. Monsieur Cardin était Monsieur Cardin. Moi, je suis Micheline Larson. Mais parler de lui me fait du bien. C'est vrai. Voilà. Même 1 an après sa mort, ça reste encore quelque chose qui vous anime tous les jours. Vous pensez à lui tous les jours? Voilà. Ouais. Oui. Ouais. Comment se fait-il, pardon, mais qu'une épicerie fine Maxim's ait existé chez nous en Eure-et-Loire, à Rouvres? Je pense que la plupart des habitants de notre région ne savaient même pas que ça existait. Oui. Elle est née comment, cette épicerie? Alors, elle est née. J'étais donc vendeuse à la boulangerie du village à l'époque, qui n'était pas Monsieur Cardin. Village dont vous êtes originaire? Rouvres? Pas loin? Je suis née à la chaussée d'Ivry, mais Rouvres, j'y suis arrivée le lendemain de notre mariage. J'en suis partie après le décès de mon mari. Donc j'étais à cette épicerie, cette boulangerie plus précisément, et Monsieur Cardin avait pour habitude de venir chercher son pain le dimanche matin. Et un dimanche matin, il me dit « Oh, ça me plairait que vous travailliez pour moi, je voudrais acheter ce magasin ». Monsieur Cardin, peut-être, c'est possible, parce que les propriétaires venaient de perdre leur fils, qui s'était noyé accidentellement. Ils voulaient quitter la région. Et juste, les propriétaires sont passés. Il me dit « Ah, courez après !» Je dis « Je vous laisse la caisse alors, Monsieur Cardin. » Monsieur Cardin est resté à la caisse et je suis allée chercher les propriétaires. Le rendez-vous a été pris. Et à peine 1 mois après, il était propriétaire de ce magasin. Et c'est lui qui a voulu que ça s'appelle Maxim's. Alors, le premier s'appelait déjà Maxime, le tout petit. Donc voilà. Et puis après, il s'est dit, je vais mettre Pierre Cardin quand même. Et un dimanche après-midi, comme souvent, il est venu chez moi. Il me dit, oh, je voudrais que vous veniez avec moi faire le tour du village. Mon mari nous embête. Déjà le matin, enfin voilà, je suis partie. On a fait le tour du village où il a expliqué qu'il avait payé la réparation du clocher de l'église de Rouvres, qui ne fonctionnait plus, et on a fait le tour du village. Quand on est arrivé sur la place principale, en haut, il s'est arrêté devant... C'est pas ça. Il s'est arrêté devant l'hôtel des voyageurs, et il me dit, c'est celle-là que je veux. Et Monsieur Cardin, celle-là, elle n'est pas à vendre. Et pourquoi? C'est la maison que mon fils vient d'acheter, et qu'il est en train de faire. Oui, mais je la veux. Non? Mais c'est ce qu'on voit sur la photo là ou c'est un autre lieu? Non, vous l'avez, je vous l'ai mis la photo des voyages. Ça, c'était le premier magasin. Ça, c'est le premier magasin. Qui n'avait pas lieu d'être là, puisque le vrai, le Maxime, il était en haut. Donc voilà, il me dit, vous en parlez à votre fils? Oui. Enfin, mon fils me dit, bon, non, elle n'est pas à vendre. Et puis, tous les jours, il m'appelait, il me dit, vous avez parlé pour moi. Et puis un jour, je dis à mon fils, écoute, tu l'as fait expertiser, je ne sais pas si je peux le dire. Tu l'as fait expertiser, et puis voilà, tu majores éventuellement, comme ça tu auras la paix. Parce que clairement, il avait envie de ce grand hôtel des voyageurs, il a envie d'en faire. Ça m'est égal, c'est celle-là que je veux. Mais qu'est-ce qu'elle représente, cette marque Maxim's à l'époque? C'est le luxe. Maxime, c'est le luxe. Mais dans un village comme Rouvres, les habitants, ils se sont dit quoi quand il y a eu cette épicerie Maxim's? Ils se sont dit, mais... Nous avions la partie Maxime et la partie traditionnelle. C'est-à-dire que j'avais aussi bien des pommes de terre
que des bouteilles de vin ou des choses à 1 000 €. Quoi. Donc il y avait des produits de luxe que les habitants pouvaient acheter dans ce petit village. Oui. Et on retrouvait les mêmes choses que dans la grande boutique parisienne? C'était cela, oui, c'est exactement ça, hein, de toute manière. Donc voilà. Et puis, à peine un mois, il est devenu propriétaire de la maison de mon fils. D'accord. Où là, il a fait des travaux, parce que les travaux étaient en cours, et il me dit... Il était avec Jeanne Moreau ce jour-là, ça personne ne le sait peut-être, mais il me dit, je vais faire une chambre de bébé là-haut. Une chambre de bébé? Je lui dis, Monsieur Cardin. Il me dit, pour vos petits-enfants. Mais mes petits-enfants ne viendront pas habiter ici, ils sont partis ailleurs et que ça ne vous ferait pas plaisir. Si, mais voilà. Donc voilà. Donc il a fait les travaux, on a ouvert tout de suite. Hein. Il a fait les travaux dont... Je ne sais pas si vous avez eu la boutique de luxe, où il y avait les... Je ne sais pas ce que Pascal vous a retransmis finalement. On a beaucoup d'images. Et en fait, c'était quel genre d'homme? C'était quelqu'un de très accessible? Vous aviez l'impression, quand on dit que vous étiez son ami, vous étiez proche, il vous parlait de lui? Oui, nous étions très proches. Voilà. Pour la bonne raison, c'est que quand on a ouvert ce magasin Maxime, il me dit, mais non, je n'ouvre pas de compte, ça ira sur votre compte. Je dis, Monsieur Cardin, non, je ne veux pas, il faut faire... Ça a duré comme ça plus d'1 an, jusqu'au jour où j'ai réussi à l'emmener, non, du moins il m'a emmené dans sa Jaguar, pour aller à la banque, pour pouvoir séparer mon compte et le compte de... Voilà. Oui, il avait l'air un peu têtu quand même, hein. Il savait ce qu'il voulait. Monsieur Cardin savait ce qu'il voulait. D'accord. Et puis s'il aimait, il aimait, mais s'il n'aimait pas, il aimait pas. Mais à ce propos, justement, est-ce qu'il vous conseillait sur les produits que vous vendiez dans cette épicerie? Il me laissait libre de tout. Hein. Ah oui. C'est vrai? Vous aviez carte blanche? Oui. Mais qu'est-ce qu'il aimait? Il aimait des produits, finalement, qui étaient dans la boutique? Non, il en avait marre, parce qu'un jour, il est venu, il me dit, oh, je vous en supplie, hein, vous me faites du boudin, de la purée, des nouilles, je ne sais pas quoi, mais j'en ai trop marre des produits de luxe. Il n'avait pas été élevé comme ça. Donc il venait chercher la simplicité, finalement, à Rouvres. Et celle de son enfance, justement? La simplicité de son enfance, ou justement... Non, il recherchait la simplicité de son enfance. Il faut savoir qu'ils étaient 10 enfants, Monsieur Cardin. Ah oui. Et il est arrivé à Paris avec des galoches percées. D'accord. Où il a rencontré, l'anecdote, je ne sais pas si vous le savez, où il a rencontré Dior. Il ne savait pas qui il était. Et il cherchait pour rencontrer Dior. Et il s'adresse à ce monsieur en lui disant, je suis un peu perdu, un rendez-vous avec Dior. L'autre, il lui dit, je suis surprise, c'est moi. Ah alors c'est vous que je viens voir, parce qu'il ne se démontait pas. Et donc il l'a invité. Et puis, M. Cardin n'était pas habitué au goût de luxe, le caviar et tout ce que vous voulez. Et là, il lui fait servir une louche de caviar, ce qu'il m'a fait faire moi. Et vite, il le mange parce qu'il n'aimait pas. Oh, il lui dit, je vois mon ami que vous aimez, il lui en met une deuxième louche. Ça ne va pas le faire, hein. donc voilà, donc il a continué, ils ont bavardé et il est entré chez Dior. De cette façon-là. De cette façon. Et quelles sont les valeurs qu'il vous a transmises finalement et que vous aimez cultiver encore aujourd'hui? Moi, déjà j'aime le monde, alors je pense que lui aimait le monde. Je pense que c'est aussi ce qui nous a rapprochés. Parce que, oui, voilà, M. Cardin, encore une fois, je vous dis, s'il aimait, il aimait. S'il n'aimait pas, il n'aimait pas. C'était pas la peine de revenir autour de lui. Hein. Donc, j'ai peut-être hérité de lui, finalement, par notre différence d'âge. Oui. Voilà. Il était beaucoup à Rouvres? Il venait souvent? Après, quand j'y étais, je le voyais au moins 3 fois la semaine. Ah oui. Et là, il arrivait de Genève ou je ne sais où il avait acheté un hôtel, un truc... Et c'était quoi? C'était un peu son nid? C'était un peu un lieu où... Il voulait que Rouvres vive un peu ce que Paris vivait. D'accord. Donc voilà. Et là, il arrivait, il me sortait un truc d'une poche, un truc de l'autre. Je vous ai ramené ça de Genève, je vous ai ramené ça de... Ouais, toujours. D'accord. Toujours. Et est-ce que dans les activités que vous faites aujourd'hui, parce que là, on a beaucoup parlé du passé, mais aujourd'hui, vous mettez beaucoup de votre temps au service des autres. Vous êtes bénévole à la Croix-Rouge, vous êtes également responsable des bénévoles des personnes qui sont en charge des visites à l'hôpital de Houdan, dans les Yvelines, juste à côté. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'entre ce temps passé avec Pierre Cardin et ce que vous faites aujourd'hui, il y a un lien? Alors, je vais vous dire, quand mon mari est décédé, M. Cardin est venu aux obsèques et il m'a dit, je ne veux pas vous laisser seul, je vous emmène avec moi à Paris. D'accord.
J'ai dit, Monsieur Cardin, je ne vais pas à Paris. Moi, mes enfants, j'ai des jumeaux. Mes enfants sont dans la région. Il me dit, parce que vous croyez que j'avais besoin de vous pour faire ma femme de ménage? Non, pas du tout, mais non, je n'ai pas envie de quitter la région. Ouais. J'ai dit, ma vie est ici et que... Mais ce qu'il voulait que je parte avec lui. Bon, en tout cas, vous n'allez pas partir. Il a respecté ce choix, finalement. C'est ça. Ouais, voilà. Et du coup, aujourd'hui, vous passez beaucoup de temps avec d'autres gens. On en reparlera, j'imagine, un peu plus tard. Oui, je disais, Micheline ne va pas partir, va rester avec nous, puisque dans quelques instants, on va recevoir votre invitée qui aime les grands classiques de la chanson française. Elles vont donc résonner, ces chansons, sur ce plateau, qui a comme qualité, évidemment, commune avec vous, la passion et la générosité. C'est ça, exactement. Alors, juste avant, Micheline, on part à la rencontre de Nicolas Vado. Alors, il vit dans le pays de Rouet, pas très loin de chez vous. Et comme vous, il donne beaucoup de son temps pour les autres et pour ce qu'on appelle le 9e art, la bande dessinée. Regardez. Ah oui. Je m'appelle Nicolas Vado, j'ai 38 ans, j'habite à Maillebois et je suis un pur produit de la région d'Ouez. Je suis président de l'association La Ribambule depuis sa création en 2006. Et le but de l'association est de promouvoir la bande dessinée par tous les biais possibles. C'est-à-dire, nous, on travaille avec notre site internet où on publie quotidiennement des chroniques, des interviews, des news. On présente également les ateliers des auteurs. Et on organise des concours, entre autres. J'ai grandi autour de bande dessinée. J'ai suivi mon père quand j'étais ado en festival de bande dessinée. J'ai commencé à faire des dédicaces pour lui. Puis après, très rapidement pour moi, j'ai rencontré les auteurs et j'aime écrire. Du coup, de fil en aiguille, j'ai intégré des équipes des sites internet. Et puis est venu le temps de créer avec des amis mes propres médias. L'association actuellement compte près de 50 membres. Au niveau du rédactionnel, on est une douzaine. Alors les prochains défis avec l'association, là il y en a un qui arrive très prochainement, c'est un collecteur de timbres avec Willy Lambil, le dessinateur emblématique de la série des Tuniques Bleues. Voilà, donc ce sera un collector qui comprendra 4 timbres et qui reprendront 4 séries qu'il a dessinées, dont les Tuniques Bleues. La Covid, ce que ça a changé pour l'association, eh bien déjà, on a mis en place des lives, voilà. Ce qui s'est généralisé également beaucoup, des lives avec les librairies qui font des séances de dédicaces. Nous, on fait des lives avec des auteurs que l'on met justement en avant. Mon plus beau souvenir avec l'association, on avait organisé une vente caritative pour des enfants qui étaient atteints de maladies orphelines. Voilà. Donc c'était une somme qui avait été reversée à l'INSERM. Et quand on voit que ça a permis à ces enfants de moins souffrir, c'était plutôt une fierté pour nous d'avoir contribué à cela. Allez, c'est au tour de votre invité d'entrer en scène. Et la scène, ça le connaît bien. On va voir justement si vous connaissez bien Micheline, cette amie qui s'appelle Pascal. Première question, il est pianiste et guitariste. Est-ce vrai ou faux? Vous avez l'air déterminé. Hein. Il a dans son répertoire la chanson Formidable de Stromae. Vrai ou faux? Très bien. Et enfin, il fait la tournée des maisons de retraite de la région Centre-Val de Loire. Aussi. Accueillons-le, c'est notre double kiff du jour et surtout le vôtre, Micheline. Bonjour Pascal. Alors vous n'êtes pas belge, vous ne chantez pas Stromae, mais vous êtes chanteur. Oui. Et Stromae est dans votre répertoire ou pas? Pas du tout. Par contre vous êtes formidable, c'est le nom de l'émission. Et You are the one for me, formidable. You are the one for me, formidable. En tout cas, clairement. Chantez mieux que nous. Oui, ça c'est pas très dur, j'ai envie de dire. En tout cas, vous êtes très formidable aux yeux de Micheline. Votre rencontre, elle date de quand? Elle date d'il y a une dizaine d'années. J'animais un atelier choral à l'hôpital de Houdan et elle était bénévole et c'est comme ça qu'on s'est connus. Elle s'est beaucoup occupée de maman aussi quand elle était là-bas. Et puis, quand j'animais ma chorale, elle me donnait un coup de main, elle donnait les partitions et
On a même formé un duo comique. On faisait beaucoup rire les résidents et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis aujourd'hui, elle est toujours là, même si il n'y a plus cet atelier choral, mais elle est devenue un petit peu une grand-mère de remplacement pour mes enfants aussi. D'accord. Pour qu'on se plonge très rapidement dans votre univers, voici un extrait de ce que vous faites. Je n'étais qu'un fou, mais pas amour. Elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche. Alors, Micheline, vous, dans votre première vie, on va dire ça comme ça, vous écoutiez des vinyles, vous cherchiez les défauts, à l'époque on les pressait, c'est ça. Donc vous en avez côtoyé des chanteurs. C'est quoi le style Pascal Denis? Pascal Denis, c'est ce que j'aime parce que c'est la variété française déjà. Ouais. Parce qu'à mon âge, n'est-ce pas? L'anglais, tout ce que vous voulez, c'est pas votre truc. Vous connaissez quand même You Are the One for Me, formidable, ça va. Il y a un petit peu d'anglais quand même. Oui. Mais vous aimez l'écouter? Peut-être trop. Je l'emmène partout maintenant. C'est vrai? Oui, je vais avec lui. Ah. Mais Pascal, quels sont les chanteurs, les artistes que vous avez l'occasion de rencontrer et qui vous inspirent, qui vous bercent? De rencontrer, pratiquement aucun, malheureusement. Mais par contre, moi, je regardais les émissions des Carpentiers sur les joues de ma maman quand j'étais petit. Je jouais du piano sur la table. Et donc, un jour, j'ai dit je voudrais jouer du piano et puis voilà. Mais moi, les chanteurs de l'époque, on va dire, qui m'ont vraiment impressionné, c'était Michel Fugain, Michel Delpech, Michel Sardou. Et plus tard, bien plus tard, j'ai pris conscience de ce que représentait Claude François ou Charles Aznavour. Et donc Charles Aznavour, d'ailleurs, on a monté un spectacle autour de Charles Aznavour récemment parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de chanter du Aznavour. C'est un peu comme rentrer en religion. Ah bon? Oui, pourquoi? Parce que c'est une écriture particulière, c'est des musiques aussi très particulières. Et à chanter, c'est très complexe en fait. Ouais. Pourtant, on ne pense pas à ça. Donc c'est un challenge pour vous? Voilà, à chaque fois c'est un challenge. Et une fois qu'on a passé ce challenge, ça devient un plaisir incroyable de chanter du monsieur Aznavour, quoi. Donc tout le monde ne peut pas chanter Aznavour? Je ne sais pas. On a remarqué, vous comme moi, que tout le monde ne pouvait clairement pas chanter du Aznavour. J'ai pas osé le dire. Votre vie, il y a eu de la chanson, de la musique tout le temps dans votre vie. Une première vie piano-bar, dans les piano-bars. Ensuite, vous avez fait beaucoup de balles. Ensuite, ingénieur du son. Et puis, vous êtes revenu à vos premières amours, en quelque sorte, il y a quelques temps de ça, qui vous ont donc amené en maison de retraite. Finalement, c'est une des scènes sur lesquelles vous Actuellement, c'est une des scènes où je me produis le plus, effectivement. Je suis arrivé dans les maisons de retraite parce que mon épouse était infirmière à l'époque en EHPAD. Et naturellement, elle m'a dit, tiens, il faudrait que tu viennes chanter un jour. Et donc, ça a commencé comme ça. Mais c'était très peu. Mais par contre, depuis quelques années, j'y vais beaucoup. Mais comment vous préparez la programmation? Vous consultez Micheline? Elle m'a demandé certaines chansons, oui, des fois. Mais il paraît que vous n'aimez pas quand on vous demande. Si on vous demande, vous dites non. Moi, ce que je veux faire, c'est chanter des chansons que j'aime moi. Oui, vous n'êtes pas un jukebox. Voilà, c'est exactement ça. Ça m'est arrivé en piano-bar, on me demande, est-ce que tu peux chanter ça? Non. Et ça, non. Alors tu chantes quoi? Plein d'autres choses. Ouais. Mais c'est vrai que ce que j'ai envie de chanter, c'est des chansons que j'aime, parce que je suis sûr de les faire bien, de les interpréter bien. Alors que si on me force la main, ça va pas être bien, et je vais mal le vivre en plus. D'accord. Et en fait, mine de rien, votre maman dont vous parliez tout à l'heure, elle vous a aussi guidé un peu vers les répertoires. En tout cas, vous vous êtes dit, les chansons qu'elle aime, potentiellement, ça peut être celles que les gens que je rencontre, je me suis dit ça, et devant lesquels je me produis, ça peut être pareil pour eux. Il y a quelques années, je me suis posé cette question, tiens maman, quand elle avait 50 ans, quand j'avais 50 ans moi, qu'est-ce qu'elle écoutait? Elle a eu 50 ans en 1978. Et je me rappelle qu'elle était folle de Julio Iglesias. Donc, toutes les femmes étaient... aussi, a priori. Et donc je me suis dit, bon, effectivement, mais qui y avait d'autre en même temps? Parce que je me rappelais qu'elle écoutait ça. Elle trimballait son poste de radio de la cuisine au salon, derrière, sur la terrasse. Donc elle était tout le temps en train d'écouter de la musique. Et donc, effectivement, je me suis posé cette question et j'ai regardé quels étaient les artistes de l'époque. Et effectivement, après, je me suis demandé ce que j'aimais dans ces artistes. Et j'ai monté ce répertoire-là.
là. Et j'ai commencé pratiquement tout de suite par Charles Aznavour d'ailleurs. Et Micheline, quel est l'artiste français que vous préférez, que vous écoutez tous les jours au réveil? Pascal Denis. C'est un peu vrai. C'est vrai. Non mais la chanson qui vous met de bonne humeur. Bon, moi, toutes les chansons me mettent de bonne humeur. Vous écoutez beaucoup de musique, vous? Oui, la journée, quand je suis chez moi. Ouais, en même temps, si vous fréquentez Pascal, c'est un peu normal. Oui, c'est vrai, vous êtes un peu par Mons et par Vaux tout le temps. Est-ce que, parce que vous vous produisez majoritairement dans des maisons de retraite, des EHPAD, est-ce que vous avez un sentiment d'être encore plus utile qu'avant, j'imagine, depuis cette pandémie? Alors, même avant la pandémie, parce que j'ai eu une réflexion un jour qui m'a marqué. J'ai chanté, alors je ne sais plus dans quel établissement c'était, mais j'ai chanté pendant 1h30 à peu près, peut-être 1h40. 2 heures du Micheline. Oui, après, ça m'arrive d'aller jusqu'à 2 fois. Le temps, Micheline, apparemment. J'ai du mal à m'arrêter. Mais donc ce jour-là, je chante, on va dire, d'une manière normale. Et il y a une petite dame qui vient me voir à la fin, parce qu'il y a assez souvent des résidents qui viennent me voir en me disant « Ah là, c'était bien, ceci, cela ». Et là, elle me dit « Ah, on a passé une très bonne journée ». Et là, ça m'a fait un choc parce que j'étais resté 1h30 avec elle. Et on m'a dit, vous avez passé une très bonne journée. Et là, je me suis dit, quel était le réel impact de ma venue dans un EHPAD. J'en ai pris conscience ce jour-là. Et c'est vrai que moi, je prends un vrai plaisir à y aller parce qu'on fait des rencontres extraordinaires parfois. Et puis, on a les yeux qui brillent. Alors, après la pandémie, c'est encore plus flagrant qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel manque de gens qui venaient de l'extérieur de spectacle, que là, effectivement, quand on arrive, il y a plus de monde que d'habitude. Les gens qui ne venaient pas voir le chanteur ou la chanteuse qui se produisait, là, ils viennent. Et tout le monde a les yeux qui brillent, tout le monde sourit, tout le monde tape dans ses mains. C'est assez extraordinaire. J'imagine que c'est quelque chose que vous ressentez vous aussi, avec toutes les personnes que vous accompagnez au travers de tous vos engagements associatifs. Il y a une différence, il y a un besoin supplémentaire de la part des gens aujourd'hui? Oui, il y a une demande beaucoup plus importante. D'animation, de choses. D'ailleurs, il va bientôt revenir me voir, n'est-ce pas? Oui. Parce que je l'ai de nouveau invité. Ça marche. Est-ce que tous les deux, vous êtes fans de patrimoine? Est-ce que vous aimez le patrimoine? Oui. Oui? Bon, alors, si vous dites non, vous allez quitter le plateau. Oui, c'est ça. Si vous dites non, on arrête cette émission tout de suite. Maintenant, finalement. Non, je plaisante. Jérémy va justement vous raconter une belle histoire sur le petit patrimoine de notre région. Et comme on est sympa, on vous la raconte. Et comme on est vraiment très sympa, ce matin, vous avez décidé de vous consacrer au petit patrimoine d'Eure-et-Loir, de Rouvres. Et oui, on commence par Rouvres, spéciale dédicace à vous, Micheline, évidemment. On va s'arrêter sur 3 projets de restauration sélectionnés par la mission Berne, Fondation du patrimoine, et notamment, vous le voyez, donc l'église Saint-Martin de Rouvres, une église qui conserve quand même quelques vestiges qui remontent probablement au IVe siècle, voire le Ve siècle. La façade occidentale, vous allez le voir, nous montre bien sous le soleil. En plus, Micheline, vous voyez, il fait toujours beau là-bas. Nous montre bien les époques successives de construction, avec au centre, on le voit, la sobriété de l'architecture, dépourvue d'ornements, et puis sur le pignon sud, un ornement finement sculpté, Héloïse, d'une période que vous aimez beaucoup, la Renaissance. À l'intérieur, vous allez le voir, la nef principale, érigée quand même au XIe siècle, est couverte par une voûte lambrissée. On voit bien la présence et la domination du bois à l'intérieur, sur laquelle il y a des indications qui montrent qu'elle a été sans doute endommagée durant la guerre de 100 ans et restaurée en 1536. Ce n'est quand même pas rien, vous le voyez, c'est très joli, ces ornements et ces écritures que l'on peut admirer lorsqu'on est à l'intérieur de cette église. Qu'est-ce qu'il y a à faire justement dans cette église? Alors, c'est un monument historique qui nécessite d'importants travaux, notamment sur les maçonneries, car il y a des remontées d'eau par capillarité, et puis aussi la couverture que vous voyez là, composée de tuiles et d'ardoises, n'assure plus une étanchéité parfaite. À l'intérieur, il y a aussi des travaux de restauration, avec certains éléments évidemment en bois qu'il faut remplacer, du mobilier et des peintures murales. Vous l'aimez cette église, Micheline? Oui. Vous y allez souvent? Plus maintenant. Oui. Mais si, mes enfants ont été baptisés, communiés dans cette église. Magnifique. Donc important, on la voit là au cœur de cet écrin de verdure. C'est très joli. Oui, c'est magnifique. Vraiment des couleurs assez chaleureuses et des matériaux nobles. Oui, c'est vrai que c'est superbe. J'imagine qu'il n'y a pas que l'église de Rouvres qui mérite et qui nécessite d'être sauvée. Il y en a plein. Oui, regardez, pour l'amour du patrimoine, Héloïse, il y a surtout le temple de l'amour de Pongouin, situé dans le parc du château
château d'Évaux, une remarquable construction ornementale romantique typique des jardins du 19e siècle. Son architecture donc d'inspiration classique avec ses colonnes, vous le voyez, et ses chapiteaux sur leur sommet apporte une poésie au parc du château qui était la propriété du marquis Étienne de Pomereux d'Aligre. Aujourd'hui, le château d'Évaux abrite depuis 75 ans les activités de la Fondation des apprentis d'Auteuil que vous connaissez également, Micheline. Pour quelle raison? Parce que mon neveu a été élevé là-bas. Ma sœur et mon beau-frère sont décédés alors qu'il était petit. Et nous, moi j'étais jeune, on n'a pas pu l'extraire de là. Il a été donc mis au château d'Évaux où il est ressorti avec un compte en banque bien rempli, un travail assuré. Et oui, effectivement, chaque année, il y a quand même plus de 800 jeunes en difficulté sociale, familiale ou scolaire qui sont accueillis. D'ailleurs, une association de sauvegarde du Temple de l'Amour a été fondée par Roger Libaud, qui était un ancien élève, également professeur de la Fondation. Et vous pouvez donc contribuer à la restauration de ce Temple de l'Amour en vous connectant sur le site internet de la Fondation du Patrimoine. Vous le voyez, il y a déjà évidemment beaucoup de dons qui ont été effectués, mais on n'a pas encore atteint l'objectif final. Donc, versez un don sur le site internet, donc fondation-patrimoine.org. L'argent collecté, évidemment, permettra de restaurer la charpente et la couverture. Vous le voyez, en très mauvais état, le toit est totalement percé. Et une citation de Voltaire sur le pourtour du plafond que je vais lire pour vous se dégrade. Qui que tu sois, voici ton maître. Il est, le fut ou le doit être. Voilà pour cette citation. Et les mosaïques que vous voyez également de briques de couleurs différentes nécessitent un toilettage puisqu'on a quand même de nombreux graffitis qui ont dégradé ce joli décor. Je parie que vous avez encore un dernier petit exemple. Oui, un autre élément caractéristique des jardins romantiques du 19e siècle, la serre, et non pas les oies comme on le voit sur cette photo, celle du château que l'on voit donc de Boutonvilliers, qui est situé au nord-ouest de Châteaudun, construit entre donc le 16e siècle et 18e siècle, qui nécessite donc une restauration complète. Vous allez voir une serre horticole en fer forgé de 72 mètres carrés quand même, qui a été construite vers 1880 par des ateliers orléanais, donc en pleine région Centre-Val de Loire, des ateliers qui s'appellent donc Guillaume Pelletier. Aujourd'hui, la charpente métallique qui supporte le vitrage est rongée par la rouille et la maçonnerie en briques, donc jointées à la chaux, doivent être consolidées. Les propriétaires souhaitent faire revivre ce patrimoine en lui redonnant sa fonction première, à savoir la culture et le soin des plantes. Évidemment, c'est la vocation d'une serre. Et puis également, organiser des événements pour promouvoir l'art de vivre à la française, notamment des dégustations gastronomiques à l'intérieur de cette serre, des ateliers jardinage ou encore des expositions. Ces prochaines années, on va voir renaître ces trois éléments du patrimoine eurélien grâce donc à la mission Berne, Fondation du Patrimoine. Merci beaucoup Jérémy, on croise les doigts pour ces lieux absolument magnifiques. Pour la serre, je connais une belle entreprise du patrimoine vivant dans la région. Ils vont travailler avec elle. Très bien, merveilleux. Merci beaucoup Pascal d'être venu, vous l'avez évoqué très rapidement, mais Charles et compagnie, c'est un spectacle que vous essayez de relancer, qui est né après la mort d'Aznavour, et c'est pour un public un peu plus large, on va dire pas simplement les personnes en maison de retraite. Donc si on veut vous contacter, ça se passe sur votre site internet pascaldenis.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce matin, je vous préviens, je vais un petit peu casser l'ambiance là tout de suite maintenant, parce qu'on va parler de sauver la planète, oui, mais en faisant pipi. Ça vous paraît absurde? Mais pas tant que ça, regardez. Est-ce qu'on peut faire du bien à la planète en faisant pipi? Si t'as une envie pressante, tu tombes à pic, je vais pouvoir t'expliquer comment c'est possible. L'eau potable est une ressource riche, précieuse, et pourtant, on s'en sert au moins 5 fois par jour pour évacuer notre urine. Le français aime passer du temps aux toilettes, mais il ignore que c'est l'un des premiers postes de consommation d'eau à la maison. Il y a tout de même 9 litres d'eau potable qui finissent dans les canalisations à chaque fois que tu tires la chasse, soit plus de 100 baignoires remplies à ras-bord, chaque année. Pour réduire ce gâchis, je te propose tout simplement de faire pipi sous la douche. Normalement, t'as tout ce qu'il faut à la maison. Prêt? 3, 2, 1, démonstration. Non, c'est pas répugnant, mais c'est même plutôt satisfaisant, surtout quand l'eau chaude met du temps à venir. Ce nouveau rituel matinal va te permettre d'économiser du temps et surtout plus de 3000 litres d'eau potable chaque année. Et si toute la famille s'y met, alors là, c'est plus de 200 € d'économiser sous la facture d'eau. Alors, pourquoi se priver? N'oublie pas, la ressource la plus durable est celle que tu ne consommes pas. Prendre soin de la planète, c'est simple, et ça commence par nous.
Voilà, on en apprend des choses, même des choses très basiques et très simples, et on peut faire ça chez nous. On va d'ailleurs continuer sur cette lancée, continuer d'apprendre des choses avec notre experte du jour, et on vous fait plaisir. Bonjour Aude. Bonjour Héloïse, bonjour Jérémy. On est ravis de vous retrouver, vous êtes notre spécialiste agriculture et plein d'autres choses, on verra par la suite. En tout cas, on vous laisse carte blanche à chaque fois pour venir nous présenter un personnage remarquable de notre région. Et alors aujourd'hui, il est apiculteur, celui que vous avez choisi. Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'abeilles et plus particulièrement donc de Niels Ocante, qui est apiculteur à Ivoile-Marron, en Loire-et-Cher. Mais d'où le joli gilet en fait qui couleur miel. La même couleur que les abeilles et le miel. Elle est parfaite, elle est parfaite. Niels Ocante, parlez-nous un petit peu de lui. Il est installé dans la région depuis longtemps? Oui, alors, enfin, oui et non. Il est originaire de Sologne, mais il s'est installé en 2016 sur la ferme de son grand-père. Et avant, il a eu une vie un peu particulière. Oui. Il était journaliste, réalisateur de documentaires pendant une dizaine d'années aux États-Unis. On l'écoute. Mon père avait des ruches, donc je suis né un peu dans les ruches, dans les odeurs de miel, de propolis et de cire à la maison. Ça vient très certainement de là. Après, j'ai eu la chance de faire un documentaire à travers le monde où j'ai rencontré des apiculteurs d'un peu partout dans le monde. Donc j'ai vu des méthodes apicoles complètement différentes. Oui, voilà. En fait, il a fait un documentaire qui s'appelle « Ça chauffe pour les abeilles ». Il a rencontré des apiculteurs dans le monde entier. Et là, il s'est dit... Moi, il faut que j'agisse pour préserver les abeilles qui sont en train de disparaître. Donc, au lieu d'en parler, il faut faire. Exactement. C'est bien. Souvent, ça. On parle, on ne fait pas grand-chose. Là, au moins, il a fait clairement... C'est vrai que le constat, en France, on le fait très souvent, mais dans le monde entier, c'est que nos abeilles, elles disparaissent, clairement. Exactement. Ouais. Alors, bien souvent, on parle des pesticides comme raison de disparition, mais il faut savoir que la cause est vraiment multifactorielle. Donc, par exemple, il y a le varroa, qui est un parasite qui s'attaque aux abeilles. Il y a aussi les conditions climatiques. Les abeilles sont très sensibles au gel et à la pluie. Cette année, Niels n'a collecté que 1/5 de sa récolte habituelle. Voilà. Lié à la météo. Exactement, lié à la météo très pluvieuse de cet été. Et puis, il y a un problème du côté de l'alimentation des abeilles, en fait. C'est ça, tout à fait. Alors, on n'entend pas beaucoup parler, mais les abeilles manquent de nourriture. En fait, bien souvent, il y a des champs monoculture, enfin, avec une seule culture, en tout cas. Donc, les abeilles peuvent aller butiner du colza, par exemple, ou du tournesol, mais ça dure que 15 jours, 3 semaines, en fait. C'est très court. Et après, elles n'ont plus rien pour se nourrir. Et donc, là, l'idée... Enfin, normalement, oui. L'apiculteur doit déplacer ses ruches à ce moment-là. Exactement. Pour leur permettre d'aller butiner autre chose et qu'elles survivent, en fait. Exactement. Et alors, Niels, il n'a pas du tout choisi ce système-là. Ah bon? Il fait pas de... On appelle ça une transhumance, je crois. Exactement. Il fait pas ça du tout, lui. Il fait pas de transhumance. Il déplace pas ses ruches. Il a dû choisir des coins qui fleurissaient toute l'année pour nourrir ses ruches sans les déplacer. Et alors, en Sologne, c'est le bon territoire. On l'écoute. Je suis un amoureux de la Sologne et du coup, j'ai pas envie d'aller ailleurs. Et je pense que la Sologne a des ressources exceptionnelles et qu'il faut juste savoir regarder aux bons endroits et les trouver. Et je fais la démonstration qu'en fait, nos abeilles arrivent à survivre toute l'année en Sologne et à même à faire du miel en Sologne sans qu'on ait à les emmener à l'extérieur sur d'autres floraisons, quoi. Alors, c'est vraiment un pari audacieux parce que comme les abeilles butinent différentes plantes, vous n'avez pas un miel spécifique acacia, par exemple, ou un miel de châtaignier. Colza, par exemple. Aussi. Exactement, voilà, c'est ça. C'est forcément un tout de fleurs ou un... C'est ça, polyfloraux. Polyfloraux. Comme on dit. Et donc, cette spécificité, ça fait que derrière, son miel doit, j'allais dire, être expliqué pour vendre. Il faut faire œuvre de pédagogie pour faire comprendre comment il le fabrique, en fait. Et pourquoi c'est pas juste un miel d'acacia, quoi. Exactement. Et donc, par rapport à ça, il travaille beaucoup avec les restaurateurs, les chefs étoilés, qui se servent de ces miels avec des mélanges et des goûts très, très intenses et puis différents de d'habitude pour accorder leur plat. Et qu'est-ce que vous aimez comme miel, vous, Micheline? Acacia. Ah, vous savez pas de la région, ça, l'acacia. Non, mais elle n'a pas encore goûté le miel de Niels. C'est pour ça. Après, elle dira « j'aime le miel de Niels ». Comme Pascal. Pareil. Il a des teints. Non, j'ai des teints. Est-ce qu'il élève ses propres reines? Parce que c'est souvent ce que font nos apiculteurs dans la région. Tout à fait. Niels, il travaille vraiment beaucoup la génétique. Et alors,
ne travaille pas avec l'abeille commune qu'on voit partout, il travaille avec l'abeille noire de Sologne, qui est adaptée aussi à son territoire, et donc qui est un petit peu moins productive que les autres, mais qui s'adapte très bien en fonction des différentes plantes. Et justement, on va encore l'écouter rapidement. Cette abeille avait été un petit peu décriée parce qu'elle était réputée un petit peu plus agressive, un petit peu moins productive, et du coup, elle avait été un petit peu mise de côté par les apiculteurs professionnels au profit d'autres races. Moi, mon but et mon pari, c'est un petit peu de me dire que cette abeille qui était là avant nous restera après nous. En tout cas, j'espère. Ouais, alors pour ça, il travaille avec le conservatoire de l'abeille noire, qui est partout en région centre, mais qui est bien installé avec un rucher de fécondation à Chambord. Super. Voilà, donc pour que les abeilles se multiplient entre elles et qu'on garde vraiment la race abeille noire de Sologne. Super. Alors même si les quantités sont un peu moindres au niveau de leur miel, ça donne vraiment un miel typique de Sologne, pas forcément acacia, vraiment typique de Sologne. Il faut aller déguster, voilà, à Ivoile-Marron, chez Nils Aucamp. Avec plaisir. Super. Merci beaucoup Aude. Vous avez un voyage à Ivoile-Marron là qui est tout prêt pour vous, chère Micheline. Le miel, c'est de saison pour la gorge aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, le miel, c'est toute l'année de saison, tellement c'est bon. Merci beaucoup. Si on veut vivre d'autres rencontres assez formidables, et ben on va sur votre site internet avec tous vos podcasts à suivre via onyva.fr. Aude, et on vous retrouve bientôt pour d'autres rencontres, je l'espère. Jérémy, à vous de jouer. C'est le moment de votre revue de presse Express. Et ce matin, Héloïse, la presse va en maison de retraite aussi. C'est pour vous, Micheline, non pas parce que vous allez en maison de retraite, mais parce que vous travaillez en maison de retraite, évidemment. On commence avec un livre paru vendredi dernier, écrit par Pierre Goubeau, directeur de 4 EHPAD dans le Loir-et-Cher, Les Aventuriers de l'âge perdu. Voilà le titre de cet ouvrage élaboré avec le blésois Stanislas Duplex aux éditions Plume d'éléphant. Il évoque une incroyable aventure humaine, mais aussi comment il a changé son regard sur le grand âge. Voilà ce qu'il confie au quotidien à propos de cet ouvrage. Nous devons collectivement tirer des enseignements de cette crise sanitaire qui est avant tout une crise de nos humanités. Comment tirer parti de la crise du coronavirus pour changer donc notre vision sur les plus vulnérables et réenchanter les solidarités. Et à propos de réenchantement, Héloïse, l'association Ansel Marcel propose aux résidents de plusieurs EHPAD d'Indre-et-Loire de sortir de l'isolement grâce à des triporteurs électriques que vous voyez. La radio France Bleu souligne que 27 bénévoles se relaient donc pour des balades dans le parc de Sainte-Radegonde à Tours. Une quarantaine de résidents ont déjà pu bénéficier de ces balades au grand air d'une durée de 45 minutes en moyenne. Et voilà ce que raconte une animatrice donc en EHPAD à jouer les tours. Ça fait du bien aux personnes âgées car elles ont la possibilité d'aller dehors, c'est quand même assez rare, avoir des sensations dans le visage, sentir le soleil sur sa peau, faire des rencontres, observer les paysages, et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus rare pour eux. Voilà ce que dit donc. Il a été très rare ces 2 dernières années, évidemment. Et oui, et l'association va élargir d'ailleurs ses activités au service donc aux personnes de situation handicap, un service complémentaire pour celles et ceux aussi qui ne peuvent pas toujours sortir comme ils le veulent. Et enfin, on va terminer et mettre en lumière les métiers donc d'aide à la personne, notamment ceux liés au grand âge. Voilà le travail que la réalisatrice Emmanuelle Gomme a fait dans des EHPAD et au centre hospitalier de la Châtre. Une série de petits documentaires donc sous l'égide du Pôle emploi, Héloïse, qui dévoile les atouts de ces métiers essentiels pour les personnes en perte d'autonomie. Ce travail a aussi pour but de susciter des vocations, car évidemment les besoins en personnel sont considérables, on le sait, on en parle beaucoup en ce moment, et les films seront diffusés donc partout en France dans les salles de cinéma. Voilà donc pour ce documentaire d'Emmanuelle Gomme. Merci beaucoup Jérémy. Vos engagements associatifs à vous, Micheline, ils vous valent de recevoir des médailles tout le temps. La dernière en date, c'était laquelle ? Je les ai là. Enfin, les 3 dernières. Les 3 dernières. Ouais, c'est pas la médaille que vous portez là. Hein. Là, c'est une très jolie broche de... Non, celle-là, c'est ministériel. C'est la jeunesse et les sports. D'accord. Mais signée... Signé Pierre Cardin ? Non. Non. Ça, c'est Pierre Cardin. Oui. Ça, c'est la ministre. Ah, au-dessus. Oui, il y a au-dessus. Oui, c'est discret, mais... Oui. Et oui, civisme, dévouement, engagement, toutes ces médailles-là. Et je suis donc déléguée d'Île-de-France pour des concours poétiques. Aussi. Donc, j'ai 16 personnes qui font actuellement des concours. L'année dernière, ils ont eu 14 médailles d'or, 2 d'argent. Voilà, ils ont très bien travaillé. Je suis moi-même écrivain et poète. J'ai sorti un roman qui est en Bibliothèque nationale à Paris. Vous avez quelques lignes de poèmes à nous réciter ?
Non, on va pas l'embêter avec ça. Non, on va pas l'embêter avec ça, mais je crois que vous produisez assez régulièrement au Comedy Club, il me semble. Oui, alors j'ai cessé cette année parce que cette année, j'ai beaucoup de choses, beaucoup prises par l'hôpital, surtout avec le confinement. Oui. Et beaucoup de gens à qui rendre visite. Je voudrais quand même qu'on écoute très rapidement la chanson que vous avez choisie. Alors, c'est une chanson chantée par Pascal Denis, un peu choisie aussi par Pascal. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est Gérald de Palmas au paradis. Et effectivement, il m'a dit tu as gagné ta place au paradis parce que ça vous correspond très bien et votre dévouement pour les autres, justement, est remarquable. Il avait envie de souligner ça. C'est bien. Oui, c'est bien. Et vous allez continuer le plus longtemps possible, tout ça, j'imagine? Oui, en tant que responsable, je ne sais pas parce que c'est quand même un peu compliqué. Là, j'ai eu beaucoup de nouvelles bénévoles à encadrer. Ça prend beaucoup de temps. Donc ça prend beaucoup de temps. Là, j'en ai libéré 6. Ouf, voilà. Mais vous allez continuer d'en accompagner d'autres. Merci beaucoup, Micheline, d'être venue ce matin. Passez tous une excellente journée aujourd'hui sur France 3 Val de Loire. Merci à vous. Merci.